Bonjour, bonsoir, amis de l'horreur des frissons, et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'angoisse et de terreur. Mais avant, on va éclairer la lumière parce qu'on voit rien du tout, je vous jure. Attendez, je vais régler ça le problème. Ah, c'est quand même mieux, non? Et oui, en effet, la fin du mois d'octobre approche à grands pas, tout comme Halloween aussi. Ouais, enfin, c'est pas vraiment une fête spécialement fêtée en France, c'est plus dans la culture anglo-saxonne, voire américaine avec le temps. Mais voilà, c'est quand même une fête qui consiste à chasser les mauvais esprits, tout en se déguisant en petits monstres, en allant récupérer des bonbons auprès d'inconnus. Ou alors, vous faites comme moi, vous mangez vos paquets d'Haribo devant votre film d'horreur préféré. On a forcément tous un classique de l'horreur, qu'on aime se faire des frissons, ou encore parce qu'il nous intrigue de plus en plus et qu'on l'aime vraiment. Après, moi vous savez, j'ai une petite confession à vous faire. Enfin, c'est un secret, mais vous le dites à personne, non, d'accord? Voilà, j'ai la trouille devant les films d'horreur. Ouais, moquez-vous, mais c'est vrai. Disons que l'horreur n'est pas vraiment le genre de cinéma que je préfère, que j'évite même depuis... Bon, peut-être parce que ça me lasse, ou aussi parce que j'ai peur, d'avoir peur en fait, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est vrai. En effet, depuis tout petit, je suis assez sensible à l'image horrifique et au bruit assez incessant. Alors, ce qui explique en partie pourquoi je ne dors pas beaucoup. Effectivement, ça explique beaucoup de choses maintenant. D'ailleurs, à l'âge de 9 ans, je me suis lancé un défi tout con, c'est-à-dire voir 3 grands films d'horreur qui faisaient vraiment peur. Je les ai vus, et... Paye tes nuits de cauchemar avec tes mois de thérapie après, hein. Putain, qu'est-ce que j'étais con à cet âge-là, franchement. Mais avec le temps, j'ai pu remater ces 3 films auxquels j'ai du plaisir. Enfin, sur les 3, il y a plutôt 2 que j'arrive à les remater sans avoir trop peur ou être traumatisé. Ouais, le dernier, je peux toujours pas. Vraiment. Mais bon, ces 3 films ne vont pas être présents dans cette vidéo. Puisqu'à l'occasion d'Halloween, je vais enfin vous partager mes 5 films d'horreur préférés. Et encore, ça n'a pas été très facile de les choisir, car déjà, je voulais remater des films auxquels je n'avais pas trop de problème de les regarder, mais aussi d'avoir des films différents, que chaque réalisateur puisse transmettre sa vision de l'horreur sur différents modèles de l'horreur, en fait, tout simplement, auxquels on joue sur nos peurs, sur nos craintes, sur la psychologique, etc., etc. Les 5 films auxquels je vais vous présenter sont majoritairement connus, que vous avez peut-être vus ou alors entendu de nom. Mais voilà, je voulais en fait parler vraiment de chaque expérience sur chaque film en fait, tout simplement, de voir pourquoi je les aime autant en fait. Et qu'on puisse trouver autre chose que de l'horreur. Enfin, globalement, c'est vraiment de l'horreur, mais disons qu'on peut trouver autre chose à côté. Vraiment. Et qu'on va commencer par ordre chronologie, en tout cas, de la date de sortie de ces 5 films. Comme ça, on puisse voir l'évolution de chaque film et de savoir comment, sur ces 5 films, en fait, puissent apporter une certaine expérience du cinéma et ce qu'ils ont contribué aussi, et en même temps. Trêve de potiron, et commençons tout de suite avec le numéro 1. Et on commence très fort avec un grand classique du cinéma d'horreur qui va bientôt être centenaire l'an prochain. Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1922. Considéré pour beaucoup comme le premier grand film d'horreur de l'histoire, même si c'est à titre un peu exagéré, puisque 2 ans auparavant sortait Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, qui reprenait cet aspect un peu horrifique déjà présent dans Nosferatu. Mais bon, on va pas en faire du chipotage non plus. Nosferatu est donc une adaptation non officielle du roman de Dracula de Bram Stoker. Et oui, rien que ça commence déjà bien. Mais bon, c'est aussi le premier film qui met en vedette donc le vampire au cinéma. Et comme Murnau n'avait pas les droits sur le film, il dut changer des noms. Le comte Dracula devient alors le comte Orlok, Jonathan Harker devient Thomas Hunter, ou encore Mina Gunray devient Helen Hunter. Ce qui est assez drôle, c'est avec la traduction française du film, il reprend quasiment les noms des personnages, excepté les noms des villes. Ouais, c'est assez paradoxal, je vous l'avoue. Le film s'inscrit surtout dans le cinéma expressionnisme allemand. Alors, pour faire résumer, après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'artistes allemands en sortent traumatisés de cette guerre et décident donc d'exprimer leur art sur des choses tristes, sur des choses pointues, sur des choses absolument bizarres. Bref, donc là on a des romans, des peintures et des films qui retracent un peu cette ambiance triste et lugubre d'une Allemagne complètement en deuil, complètement endettée dans une crise qui la dépasse. Et donc dans ces films-là, on retrouve justement les décors pointus, les décors un peu colorément tristes, le côté étroit, les personnages grotesques, bref, un sentiment de mal à l'aise auquel Robert Wiene, Murnau ou encore Fritz Lang expriment de leur art là-dessus. Le film suit librement l'histoire du roman. On y suit Thomas Hunter, un jeune immobilier promu,
hein, qui, sous les conseils d'un homme bizarre, va se rendre en Transylvanie où réside le comte Orlok, qui souhaite donc d'avoir une propriété dans sa ville natale. Mais il va apprendre avec surprise que Orlok est un vampire qui va se nourrir le sang de ses victimes et va s'intéresser de près à sa femme qui est un peu comme une aura pure pour lui. S'ensuit alors une course contre la mort, contre le mal même. Ce que j'aime dans ce film, en fait, c'est son ambiance prenante, hypnotisant, froid et quelques frayeurs par moments. Clairement, le film retranscrit en fait vraiment l'ambiance un peu glauque et malsain, notamment avec le vampire à l'écran. En effet, c'est quand même le premier film qu'on voit un vampire. C'est vrai, les gens à l'époque n'avaient pas vraiment l'imagination du vampire. Et là, c'est là qu'on voit que Murnau et son équipe ont fait un travail exceptionnel. Alors, si bien sûr vous pouvez trouver les acteurs en surjeu, hein, n'oublions pas que ça reste comme un film muet, donc forcément, il fallait au mieux s'exprimer le plus pour ressentir les émotions. C'est surtout l'interprétation de Max Schreck, alias le comte Orlok, qui va prendre tout le film. Très clairement, l'apparence du vampire est vraiment très culte, tout aussi marquante et effrayante. Hein, c'est vraiment un couteau sur pattes, limite, hein, que ce soit ses griffes qui sont pointues, son corps, ses yeux, ses oreilles, ses dents. Bref, tout est fait pour ressentir le malaise et la terreur qui est devant nous. D'ailleurs, le nom Nosferatu n'est pas pris au hasard, c'est un des surnoms qu'on donne aux vampires dans le roman. Donc oui, Murnau joue essentiellement sur son vampire, sur ses ombres, sur ses apparitions, sur l'émotion de ses personnages, en lui donnant même une mort assez dramatique pour le vampire, en rappelant que dans le roman, le vampire ne meurt pas, il ne perd que ses pouvoirs à la lumière du jour. D'où la différence. C'est d'ailleurs aussi une symphonie de l'horreur, puisque la musique s'ambiance parfaitement avec le film, en tenant des intensités et des ressorts sonorifiques. Bref, bien sûr ça dépend aussi des versions que vous regardez. Hein, évidemment, il y a des versions un peu différentes du film. Le film est d'ailleurs tombé dans le domaine public, donc vous pouvez le trouver et le regarder facilement sur YouTube. Alors, ne faites pas attention aux durées de 1h10 ou 1h30, ce sont des versions ralenties du film pour faire genre que c'est la vraie durée d'un film, alors que bien sûr, à l'époque, et surtout en 1922, on réfléchissait pas trop à la durée de film, c'était 1 heure et encore. Hein, par exemple, Le Voyage sur la Lune de Georges Méliès, il ne fait que 15 minutes. Et pourtant, ça reste du cinéma. Tout comme vous avez aussi des versions de couleurs différentes, alors hormis le noir et blanc, vous avez aussi une version jaune et bleue, comme ça a été le cas pour le cabinet du docteur Caligari, pour représenter le jour comme la nuit. Bref, je vous conseille vraiment ce chef-d'œuvre de l'horreur, qui est vraiment un classique du cinéma, qui puisse en plus vous imprégner avec le vampire devant votre écran. Bien, on va passer du coup au numéro 2, et vous allez voir qu'on va littéralement sauter des décennies. Ah, Les Dents de la Mer, voilà notre classique de l'horreur et du suspense que peut-être vous serez étonné de ce choix. C'est vrai quoi, le film c'est vraiment en été, il fait beau, il fait chaud, mais pourtant la terreur se trouve dans la mer justement. Réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1975, Les Dents de la Mer est un énorme succès pour l'été 75, d'ailleurs adapté du même roman de Peter Benchley. S'inspirant de faits réels, la terreur n'est d'autre qu'un requin qui mange ses victimes une par une, à la manière d'un tueur en série qui laisse toujours ses victimes macabrées dans un coin, en attendant que notre héros puisse mener son enquête et vouloir éradiquer le mal absolu à tout prix. On y suit le chef Brody en charge de la petite île Amity qui sera confronté à un bain de sang en série causé par un grand requin blanc. Pour pas trop alarmer la municipalité qui compte sur la ville, le tourisme, le shérif alors recrute le scientifique Hooper ainsi que l'ancien chasseur de requins Quint partant à la traque du vilain requin Bruce. Ouais, alors en fait le requin n'a pas vraiment de prénom, c'est juste que Spielberg lui a donné un nom affectif, voilà, en hommage à son avocat qui s'appelait Bruce justement. Ouais, il avait peut-être une dent contre lui, tiens. Que dire de ce film ? Eh bien tout simplement un chef-d'œuvre par sa réalisation et aussi comment Spielberg montre la menace, pourtant pas hyper présente, puisqu'en effet on est du point de vue du requin à chaque instant avec la caméra qui va sous l'eau. Et oui, c'est quand même quelque chose qui faisait pas vraiment à l'époque, surtout que voilà, il y avait un budget assez serré. N'oublions pas qu'ils n'ont pas pris de vrais requins, ils ont surtout pris un robot pour faire le requin mais qui était souvent en panne. Donc oui, c'est sûr, il y avait débordement d'ingéniosité de Spielberg. Mais clairement, c'est une réalisation qui est très efficace, du suspense vraiment comme on aime, vraiment. Spielberg d'ailleurs s'inspire de grands réals, on peut y trouver du Hitchcock, on peut aussi voir du Sergio Leone, du Fritz Lang et même un peu de Howard Hawks où il s'agit de scènes de discussion. Et en parlant de discussion, eh bien oui, le film est porté par notre trio d'acteurs légendaires, à savoir Roy Scheider, Richard Dreyfuss ou encore Robert Shaw, que j'appelle affectueusement le trio R. C'est vraiment un trio humain, vivant, culte comme attachant, vraiment c'est des personnages qu'on aime les suivre, qui se contredisent les uns les autres,
mais qui ont vraiment une force et une énergie vraiment vitale dans ce film, auquel eh bien, on s'attache énormément, et que chacun a son point de vue différent sur la menace. Brody, qui est la figure du héros de l'autorité, comme Hooper, qui est la figure de la raison, ou encore Quint, qui est justement la figure du bourrin et de l'anti-héros. Bref, un trio de personnages exceptionnels qui doivent cohabiter ensemble pour contrer une seule et même menace. Et avec ces personnages-là, on a vraiment des moments de relax, de détente, que ce soit avec Brody et ses enfants, ou encore le concours, celui qui a la plus grosse blessure de requin, entre Hooper et Quint, qui est vraiment des barres de rigolade, et qui nous fait comprendre que ce sont des humains avant tout. Bref, un film qui prend vraiment son temps pour développer ses personnages, et son suspense qui va de crescendo en crescendo, et avec un climax inoubliable, franchement. Et sans parler de la composition de John Williams qui est inoubliable, une musique vraiment stressante, stridente et angoissante à la fois, qui bien sûr figure parmi les musiques les plus cultes du cinéma. Et c'est pour ça que j'aime ce film, parce que Spielberg, il arrive toujours à raconter son histoire jusqu'au bout, et ce malgré les problèmes de production qu'il a dû rencontrer. Et oui, c'était forcément pas évident, surtout tourner dans l'eau avec souvent un requin robot qui est en panne, donc voilà, ça en fait des sacrées anecdotes. Comme dit, le film rencontre un énorme succès, que même Spielberg inventa le blockbuster d'été à lui tout seul. Clairement, il y avait du merchandising tout autour de ce film, très clairement. C'est vraiment quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis très longtemps, et qu'on va retrouver à peu près la même similitude 2 ans après pour La Guerre des Étoiles de George Lucas. Succès qui va engendrer rapidement des suites, en tout cas 3 films officiels de la saga qui sont pas terribles, on va l'avouer, mais aussi qui va engendrer à lui tout seul un nouveau genre de l'horreur avec le requin, justement, auquel plusieurs films ont essayé de recopier le succès des Dents de la Mer. Parfois avec un petit peu de succès, d'autres non, et qui frôlent clairement au nanar. Mais aussi, le film va engendrer pas mal de traumatisés, notamment sur les plages. Et oui, le film aura quand même pas mal d'idées reçues sur les requins, qui malheureusement, eh bien, les requins sont tout aussi victimes du film que dans la réalité. Voilà, en effet, eh bien, même s'il y a des attaques de requins, il ne faut pas oublier que les requins eux-mêmes, quand on les chasse, c'est quand même largement pire. Après, je ne vais pas jeter la pierre sur Spielberg et Benchley, ils n'avaient pas non plus conscience là-dessus. D'ailleurs, pour info, Benchley, sur ses dernières années de vie, aura donc lutté et participe aux associations anti-chasse de requins, ce qui est quand même assez fou. Et oui, donc je vous conseille de le regarder ou de le remater, ce film qui est vraiment exceptionnel pour son époque et qu'il est encore aujourd'hui. Vraiment, il est toujours aussi impressionnant, que ce soit pour sa réalisation, comme ses personnages, son requin mythique. Bref, Spielberg nous a offert vraiment du lourd avec Les Dents de la Mer, justement. Et en plus, c'est une très belle édition collector que j'ai, elle est sortie en 2000, avec du coup le fameux premier doublage français qui est exceptionnel aussi. Alors oui, c'est sûr qu'à partir de 2004, il y a eu un redoublage, pas terrible, on va pas se mentir, mais contrairement à la Warner, eh bien Universal nous fait plaisir sur les dernières éditions DVD comme Blu-ray, où vous pouvez trouver facilement les 2 doublages VF. Comme ça, tout le monde est content. Bon, eh bien, on va s'attaquer à notre 3e film, du coup. Ah, Halloween, un autre film culte de l'horreur qui en plus porte le nom de la fête, ça tombe bien en plus. Bon, par contre en VF, c'est La Nuit des Masques. Bon. Réalisé par John Carpenter et sorti en 1978, Halloween, ou La Nuit des Masques, est donc un énorme succès, mais ceci surtout il s'inscrit dans les classiques de l'horreur et notamment du genre slasher, c'est-à-dire donc un tueur en série qui va s'en prendre notamment à des jeunes victimes. L'histoire est simple, on y suit Michael Myers, enfant qui va assassiner sa grande sœur pour des raisons inconnues et va être envoyé dans un hôpital psychiatrique. Bien des années après, il va s'en échapper et souhaite recommencer ses tueries le soir d'Halloween. Il va être confronté à Laurie Strode, une jeune babysitter qui aura du mal à survivre contre ce genre de monstre insurmontable et pratiquement imposant. Et oui, une histoire simple de slasher, mais foutrement efficace, et surtout pour l'époque, qui était vraiment révolutionnaire. Et oui, il y avait très peu de films slasher à l'époque. Et encore, Halloween n'était pas le premier slasher. Il y a eu quelques années auparavant Black Christmas, qui a énormément inspiré, que ce soit du cinéma expressionnellement ou encore du giallo italien, qui était des livres, puis un film italien auquel on y suit notamment un mystérieux tueur qui s'en prend à des victimes, et notamment des femmes. Et ça, le producteur Moustapha Akkad l'a très bien compris, que ça allait vraiment bien marcher dans les fins des années 70 et début des années 80. On était en déclin du puritanisme américain, et il fallait un petit peu secouer là-dedans. Et donc il fait appel à John Carpenter, qui était sorti de son assaut, auquel il va s'exercer dans un petit film avec un petit budget et des acteurs pas forcément très connus, hormis Donald Pleasence, bien sûr. Et avec ce beau petit monde, Carpenter arrive malgré lui à faire quelque chose d'incroyable en mettant en parallèle beaucoup de choses
de la société, mais aussi avec une réalisation époustouflante pour l'époque. Rien que l'introduction du début, où la caméra suit du point de vue Michael Myers enfant, est vraiment du pur génie. Ce qui fait que le spectateur est témoin de ses actions. Et il y a d'autres trouvailles de réalisation, notamment dans la maison, qui sera la grande partie du film, où Michael Myers va s'en prendre à Laurie Strode. Clairement, il en fait de la maison comme une sorte de labyrinthe, ce qui fait que Michael Myers serait une sorte de Minotaure. En parlant de Myers, il est un personnage très réussi, très culte, très effrayant, et dépourvu d'émotions et d'humaine. D'ailleurs, il ne parle jamais, ce qui en fait une sorte de figure fantomatique, voire un peu l'allégorie de la mort en fait, qui va s'en prendre à ses victimes, et auquel il se relève toujours, et ce malgré qu'on lui enfonce des couteaux ou qu'on lui tire dessus, il sera toujours là pour faire un carnage. Dans le film même, il est identifié à The Boogeyman, ou le croque-mitaine en français, une sorte de monstre folklorique qui fait peur aux enfants comme aux adultes. Au final, il est vraiment comme une sorte de croque-mitaine sur pattes, donc une légende qui devient vraiment réelle. C'est Nick Castle qui va alors endosser le masque de Myers, qui va devenir bien entendu très culte, aussi culte qu'un Freddy Krueger ou Jason Voorhees bien plus tard. Il sera l'une des plus grandes figures du slasher américain. Tout comme Jamie Lee Curtis qui interprète Laurie Strode, qui va devenir une des héroïnes les plus badass de l'horreur. Et juste avant Ellen Ripley quand même dans Alien, s'il vous plaît. Ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est vraiment le côté petit film et avec des réalisations de malades qu'on pouvait faire à l'époque. Et donc là, on avait vraiment un vrai réalisateur comme Carpenter qui était aux commandes. Et très clairement, la tension, l'ambiance, les côtés frissons qui marchent vraiment, et surtout la musique et la note culte d'Halloween composée par John Carpenter lui-même, avec juste ces quelques notes de piano qui nous donnent encore des frissons dès le début du film, ça annonce la couleur. Et vous l'aurez deviné, Halloween fut un énorme succès, et pourtant c'était un petit film à la base, qui a très vite été rentabilisé, qui a été considéré comme l'un des films les plus rentables de l'histoire, en tout cas de son époque, évidemment. Surtout que ça engendrait toute une saga derrière, auquel je suis pas vraiment fan, on va pas se mentir, qui a eu droit à un remake de Rob Zombie, qui a eu une suite en plus, et en 2018, pour les 40 ans du film, eh bien il y a eu une suite, Halloween 2018, qui était vraiment très sympa, et qui se veut être comme la suite directe du premier film. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, où vous regardez même cette vidéo, Halloween Kills devrait sortir, et donc ça fait vraiment plaisir de retrouver Michael Myers sur grand écran. En clair, Halloween a clairement révolutionné toute l'horreur moderne qu'on connaît, très clairement, que ce soit le slasher en lui-même, les personnages, la situation, la réalisation, etc., etc. Ce qui en fait pour moi un très grand classique et un excellent film de John Carpenter. Donc oui, je vous conseille fortement de le regarder ou de le remater si jamais. En tout cas, j'ai une superbe édition 2018 Digibook Blu-ray DVD qui est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. Quant au doublage VF, dans mes souvenirs, il n'était pas non plus très catastrophique. Ceci dit, ils ont quand même traduit Michael par Michel. J'avoue que ça fait quand même tâche. Mais bon, le film reste très appréciable et vraiment généreux. Et aussi culte. Bon, on a déjà fait plus de la moitié. Je pense qu'on va aller au 4e. C'est parti. Ah, un autre classique de l'horreur qui est Shining, réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1980. Adapté bien sûr de l'œuvre de Stephen King, Shining est depuis de ce jour l'un des grands classiques de l'horreur et surtout de l'œuvre de Stephen King, surtout que quand même le film a eu un énorme succès. Bon, ça en même temps c'est pas une surprise, surtout venant de Kubrick quand même. On y suit la famille Torrance qui passe un long séjour à l'Overlook Hotel, donc un ancien hôtel de luxe délabré depuis, auquel Jack, surtout le père de la famille, qui est écrivain, a besoin d'un endroit calme pour du coup écrire ses nouvelles. Mais est-ce que le calme c'est forcément bien? En bref, le film va se jouer sur la psychologie, que ce soit des personnages ou des spectateurs, à qui le savoir qui va être le plus fou des deux, puisqu'en effet on ne sait pas réellement si les menaces, les fantômes, ou même la paranoïaque existe réellement dans ce film, en tout cas à travers de nos personnages qui vont s'isoler évidemment du reste du monde, et auquel Jack va avoir des comportements un peu douteux, voire complètement fous même. S'ensuit des hallucinations fantomatiques, du surnaturel, notamment avec le don caché de Danny, etc., etc. Bref, que du mystère dans ce film, et en tout cas dans son atmosphère très lente, très froide, très isolante même. En effet, le film est conçu pour avoir des images au ralenti, en tout cas, pour que le spectateur puisse avoir un semblant de ralentisme, pour être absorbé dans le film, et être complètement dans la paranoïaque, et même de la claustrophobe, limite, pourquoi pas. Bref, c'est une ambiance penante, tenante, angoissante, bref, tout ce qu'il faut pour passer des bons moments de frisson. Mais c'est surtout la réalisation qui va être un grand point fort dans ce film. En même temps, Kubrick ne laisse jamais au hasard chaque scène, chaque plan qui a vraiment son détail, son propre plan déjà prévu, etc. Et surtout le montage qui est vraiment très efficace, qui montre les limites de temps
entre nos personnages et nous, les spectateurs, dans un film qui dépasse et surtout sur l'isolement complet. Ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment son ambiance, son aura en fait atypique, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres films d'horreur, surtout que ça avance sur la psychologie, donc ça change vraiment des autres horreurs classiques, et du coup en fait on a plusieurs interprétations dans le film auxquelles on n'a pas forcément les réponses qu'on veut, ou en tout cas pas vraiment les réponses données. Et sans compter sur la performance des acteurs qui jouent vraiment bien leurs personnages ordinaires, mais qui vont avoir une psychologie humaine très aggravée, et donc on a vraiment peur pour eux, tout comme on est très inquiet pour eux. Je pense surtout à Jack Nicholson qui nous livre l'une de ses meilleures performances du cinéma. Je pense qu'avec lui, on a quasiment que des scènes cultes. Here's Johnny. Mais le film est aussi connu pour sa production assez chaotique, en tout cas assez bien minutieuse, à un point où Kubrick pouvait même torturer ses propres acteurs, en tout cas mentalement hein, bien sûr, que ce soit pour Jack Nicholson qui a dû faire tourner plus de 400 fois une même scène, ou encore Shelley Duvall qui l'a souvent mis à l'écart de la production, de l'équipe, pour vraiment qu'elle interprète un personnage à distance et froid, ce qui fait qu'elle a parvenu une très bonne expérience. Ouais, moralement, Kubrick, c'était pas un enfant de cœur. Très clairement. Mais aussi que Stephen King lui-même n'avait pas apprécié l'œuvre à un point où il voulait faire Shining en téléfilm dans les années 90. Ce qui est par contre vraiment pas hyper ouf. Alors c'est pas pour critiquer King, mais il n'a pas le talent de Kubrick. Mais c'est ça qui en fait sa saveur. C'est un film qui vous laissera indifférent, qui vous marquera, qui sera peut-être froid, ou encore qui vous donnera une expérience assez inédite, surtout au cinéma, comme la plupart des films de Kubrick, hein, tiens. D'ailleurs, je l'avais revu il y a 2 ans au cinéma avec un ami, c'est vraiment une superbe ambiance, une superbe expérience à faire vraiment une fois dans sa vie. Ouais, ça je peux vous le garantir. Donc oui, je vous conseille de mater ce petit chef-d'œuvre de l'horreur de Kubrick. Bon, là c'est une version DVD un peu classique, même si un peu de contenu, hein, faut pas non plus négliger ça. Par contre, très clairement et à titre personnel, la VF c'est à éviter. Hein. C'est vraiment une VF pourrie, c'est même pas une blague dans le sens où niveau sonore c'est vraiment catastrophique, les voix qui ne collent vraiment pas au personnage par moment. Donc ouais, privilégiez plutôt la VO pour vraiment une expérience sensorielle, en tout cas sur la performance des acteurs. Même si ça me fait de mal de dire ça pour la VF, hein, évidemment. Mais bref, Shining c'est vraiment un classique à voir ou à revoir. Bon, et bien, on est déjà au dernier, hein. Et bien, c'est parti pour notre 5e et dernier film d'Halloween. Ah là là, pour moi c'est le summum de l'horreur et du fun, même carrément, que j'apprécie toujours à le remater le jour d'Halloween même. Evil Dead de Sam Raimi, sorti en 1981. Et ça tombe bien, puisque le film fête cette année ses 40 ans. Il a pas pris une ride, hein, je vous dis. Hein. Surtout qu'en plus, c'est le premier film de Sam Raimi qui va lui lancer sa filmographie. Enfin, surtout qu'à la base, c'était un court-métrage ou un film étudiant qu'il a quand même fait à 21 ans. Alors, j'ai bientôt 23 ans et je sais toujours pas quoi faire de ma vie. L'histoire est ultra simple, on y suit un groupe de 5 jeunes qui vont se rendre dans un chalet paumé dans la montagne. En fissoyant, ils tombent par hasard dans la cave un livre démoniaque et un enregistreur audio, ce qui a pour conséquence de libérer les esprits du mal qui vont s'emparer du chalet et auquel eh bien, nos 5 jeunes vont tour à tour souffrir jusqu'à ce que Bruce Campbell, alias Ash Williams, va s'en occuper personnellement. Ouais, ça c'est du résumé. Ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est vraiment le côté amateur et à la fois fauché, mais rebondant d'idées d'ingéniosité de réalisation, notamment par exemple le début, comme pour Les Dents de la Mer en fait, où pour l'esprit démoniaque on est du point de vue avec la caméra, auquel on est témoin de la menace et donc directement sur les personnages, ce qui est vraiment fabuleux je trouve. Vraiment le côté, comme j'ai dit, amateur et à la fois aussi artisanal, notamment pour les monstres, pour les esprits qui sont souvent maquillés, ou alors le côté un peu stop motion, ce qui rend vraiment le truc qui a une âme en fait dans ce film, c'est ça qui est beau. C'est complètement fun, débordant de gore, mais aussi de créativité, même les personnages ne sont que des clichés eux-mêmes, et pourtant on les adore parce que justement ce sont des personnages qui ne sont même pas que ordinaires, et la preuve, notre personnage Ash Williams va devenir à lui tout seul un personnage complètement à part dans ce film. Le côté aussi chalet perdu dans les bois, vraiment coupé du monde, qui va devenir un classique de l'horreur, en fait, des histoires d'épouvante, qui est vraiment bien exploité, hein, tout comme vraiment son environnement.
auquel Sam Raimi fait balader sa caméra partout, hein, que ça soit pour terroriser nos personnages ou nous-mêmes en tant que spectateurs, et ça c'est vraiment cool. Bref, c'est grossier, c'est fun, c'est burlesque, c'est débile, mais c'est complètement assumé et généreux. On voit que Sam Raimi a mis tout son âme vraiment pour faire son premier film, et ça se ressent vraiment. Et comme pour Halloween, eh bien Evil Dead a eu aussi un petit budget, hein, vraiment très faible, auquel bien sûr il rencontrera un énorme succès à sa sortie, ce qui va permettre à Sam Raimi d'exploiter encore plus sa licence, de créer toute une mythologie derrière, avec notamment Evil Dead 2 et 3 qui sont encore plus fun. Certes, on délaisse le côté un peu horrifique, mais c'est complètement fun et jouissif, même par moments, hein, il y a qu'à le dire, mais aussi en prolongeant avec la série Ash vs Evil Dead, qui est vraiment super, avec un Bruce Campbell qui est énorme, hein, il n'y a pas à dire. Par contre, le remake, eh bien, je n'ai pas vraiment accroché. Désolé. D'ailleurs, c'est avec ce film que va démarrer la carrière de Bruce Campbell, hein, qui était juste un simple ami de Sam Raimi, mais qui va prolonger avec lui dans sa filmographie pour des petits rôles notamment. Mais bref, là en fait c'est vraiment un film de copains en fait limite, et ça se ressent vraiment. Aussi par exemple la voiture qu'empruntent nos personnages, c'est tout simplement la voiture du réalisateur. Donc oui, la voiture personnelle de Sam Raimi, qui se retrouve aussi dans certains de ses films parfois. Donc c'est vraiment des petits clins d'œil, vraiment un petit côté que le réal prend soin du détail et en fait aime bien mettre dans ses films. Et ça tu vois, c'est ça que j'aime bien avec le cinéma de Sam Raimi, c'est vraiment généreux, c'est honnête. C'est un peu amateur, mais tellement créatif et débordant que, en fait, c'est vraiment du pur cinéma ce qu'on recherche. Donc oui, je vous conseille vraiment Evil Dead du premier nom, ainsi que ses suites qui sont vraiment très très bien, et même encore plus fous et forts, hein. Il n'y a pas à dire, même si le film est un petit peu vieilli, en vrai il y a tout son charme encore et aujourd'hui, hein, vraiment dans l'aspect technique auquel Sam Raimi a pris le soin vraiment d'apporter des choses, vraiment. En tout cas, je l'ai eu dans un petit beau coffret vraiment superbe, hein, clairement, avec un petit remaster 4K qui fait vraiment plaisir. D'ailleurs, le premier film a eu droit à un redoublage VF. Alors, pour le coup, c'est assez rare que je l'ai vu en VF Evil Dead, donc je pourrais pas trop vous dire si la qualité est bien ou non, mais vous avez le choix, au moins, vous avez le doublage comme le redoublage et la VO, qui fait vraiment plaisir. Bref, hein, plongez-y, c'est vraiment du bon cinéma, un peu amateur, mais aussi vraiment indé, et que tu vois vraiment que c'est vraiment personnel au réalisateur. Donc ça, c'est vraiment cool. Et voilà, on a fait le tour des 5 films auxquels je vous ai proposé pour ce mois d'Halloween. Alors, effectivement, le choix peut être discutable, surtout que ce sont des films globalement très connus. Alors, effectivement, je pourrais parler de films indés ou des films inconnus horreur, il y en a surtout des paquets, hein, je vais vous dire. Mais je tiens à vous rappeler que Laure et moi, on n'est pas vraiment de bons copains. Très clairement. Et encore, ceux que je vous ai montrés, c'est vraiment des films, on va dire, plutôt accessibles pour un certain âge, certes, mais auxquels pour moi, j'ai beaucoup moins de traumatisme derrière. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir un peu des frissons et en fait de plonger dans d'autres expériences du cinéma. C'est fait pour ça après tout. Bien entendu, il y aurait d'autres films d'horreur que j'aime bien, que j'aimerais vous en partager. Alors peut-être que je ferai un épisode 2, hein, si cela vous plaît. En tout cas, on regorge beaucoup de films d'horreur et ça c'est plutôt bien. Il y a quand même des films très différents, et dans les 5 films finalement j'ai fait quand même une petite sélection de films assez différents des uns des autres, en tout cas des visions différentes des réalisateurs, et ce peu importe leurs origines ou leur nationalité. C'est vraiment du pur plaisir, du pur cinéma pour moi. Après il n'y a pas vraiment une volonté de condescendance ou quoi que ce soit, non, c'est juste pour moi ma petite sélection personnelle que j'aime beaucoup me les refaire le mois d'octobre, en tout cas pour Halloween. Et voilà, cette vidéo va s'achever. En tout cas, ça me fait vraiment un plaisir de vous partager du coup mes films d'horreur, en tout cas mes 5 films d'horreur que je me fais pour le mois d'octobre. Alors après, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, ce n'est que mes propres sentiments, mes propres expériences, et nous avons tous nos propres frissons. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos films d'horreur préférés. Et au moins, il n'y a pas eu de jumpscare. Non mais franchement, je déteste ça, les jumpscares, franchement. Ah ah, tu t'y attendais, hein? Bon bref, sinon vous pouvez me suivre sur mon Twitter ou sur Discord, hein, le lien est dans la description, sachant que je donne quand même des nouvelles là-dessus, surtout sur Twitter. Et aussi, j'en profite aussi de vous annoncer que j'ai enfin un compte sur Letterboxd. Voilà, donc c'est un site, une application gratuite auquel ça parle de cinéma, de séries, bref, auquel on peut mettre nos films préférés, nos reviews, nos watchlists, nos listes personnelles. Bref, j'ai un compte là-dessus, donc je mets du contenu un peu régulier et un peu mettre à jour aussi également. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu mes goûts personnels, hein. Si vous avez envie, vous pouvez me suivre également. Puis on peut aussi partager, entre autres, eh bien, notre passion pour le cinéma. Portez-vous bien et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas,
Les ténèbres peuvent toujours surgir n'importe où, sous votre lit, dans votre maison ou à l'extérieur. Alors, surveillez bien vos peurs, vos angoisses. Et amusez-vous avec.